Il m'a traité d'incompétent devant toute l'équipe. 10 secondes de silence, puis il a signé ma lettre de licenciement. Je suis parti sans dire un mot, mais quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais le seul à maîtriser les codes confidentiels du projet. Le lendemain, un appel urgent a fait trembler tout le service commercial. Le client principal menaçait de rompre le contrat. Pourquoi? Parce qu'une erreur fatale avait été commise. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'ils ont découvert ensuite a changé définitivement le destin de toute l'entreprise. Je m'appelle Julien Lefebvre. J'ai 38 ans et je suis, ou plutôt j'étais, chef de projet informatique dans une entreprise de services numériques à Paris. Pendant près de 10 ans, j'ai œuvré dans l'ombre, pilotant des équipes, stabilisant des systèmes critiques, corrigeant des lignes de code à minuit pendant que d'autres dormaient, et surtout, m'assurant que tout fonctionne quand personne ne regarde. Je n'ai jamais cherché la lumière. Je n'étais pas ce genre de salarié à faire du bruit en réunion pour exister. Non. Moi, je préférais l'efficacité silencieuse. Et c'est exactement ce qui a été mal interprété. Pour certains, le silence est un vide. Pour d'autres, c'est une puissance qui s'ignore. Depuis 3 ans, mon quotidien tournait autour d'un projet titanesque, la création d'un système sur mesure pour Voronix Industries, un des plus gros laboratoires pharmaceutiques d'Europe. Un projet confidentiel, stratégique et ultra sensible. J'étais le responsable technique désigné et, sans prétention, je connaissais chaque recoin de ce système comme ma poche. Les protocoles d'accès, les modules de sécurité, les serveurs de redondance, tout passait par moi. J'étais, en quelque sorte, la mémoire vivante de cette architecture complexe. Mon supérieur, M. Delorme, ne m'a jamais vraiment apprécié. Pour lui, je représentais l'antithèse du leadership. Trop calme, trop réservé, trop prévisible, peut-être. Delorme, lui, c'était le genre de cadre qui entre dans une pièce comme s'il portait une cape invisible. Toujours une remarque acérée, toujours prêt à rappeler à tout le monde qui était le vrai cerveau derrière les projets. Il aimait les chiffres sur les slides, les mots qui claquent, les tapes dans le dos. Mais les lignes de code, les cycles de déploiement, les alertes système, tout ça, ce n'était pas son domaine. Il déléguait, puis revendiquait. J'ai appris à vivre avec cette dynamique toxique. J'ai enduré les réunions où mes idées étaient reformulées par lui, comme si elles étaient les siennes. J'ai supporté les silences gênés de mes collègues qui savaient, mais n'osaient pas parler, jusqu'au jour où tout a basculé. Ce jour-là, je suis arrivé au bureau avec un nœud dans l'estomac. La veille, une discussion tendue avait eu lieu entre Delorme et moi. Il m'avait demandé de valider un patch que je jugeais dangereux, mal testé. J'ai refusé. Il a mal pris mon insistance. Tu ne comprends pas, Julien. Ici, on n'a pas besoin de soldats. On a besoin de stratèges. Et ce matin-là, il m'a convoqué dans son bureau. Il y avait déjà 2 membres des RH présents. Le ton était glacial, administratif. Nous avons décidé de mettre fin à votre collaboration. Votre manque d'initiative et votre rigidité nuisent à l'agilité de nos équipes. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Je suis resté figé. Pas par colère, mais par un mélange d'incrédulité et de soulagement. Comme si quelque chose que je redoutais depuis longtemps venait enfin de se produire. Je n'ai pas protesté. J'ai signé les papiers, j'ai rangé mes affaires dans un carton en silence, sous le regard gêné de mes collègues. Certains n'osaient pas me croiser. D'autres m'ont adressé des regards pleins de compassion. Je suis parti sans dire au revoir. Mais quelque chose en moi savait que ce départ n'était pas une fin. C'était une pause, un virage, parce que j'avais en main des informations que personne d'autre ne maîtrisait. Et la suite, je ne l'aurais jamais imaginé. Le lendemain, Delorme recevait un appel qui allait le faire tomber de très haut. Ce qui est ironique, c'est que l'événement qui a précipité ma chute avait commencé 2 semaines avant mon licenciement. Un jeudi pluvieux, banal, presque ennuyeux. J'étais resté tard ce soir-là, comme souvent, pour superviser un déploiement de routine sur l'environnement de test. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un script avait tourné en boucle, déclenchant une surcharge silencieuse du module de sécurité. Ce n'était pas un bug classique. C'était une faille, subtile, presque élégante dans sa construction. Une injection silencieuse dans les logs d'accès, capable d'ouvrir une brèche sans alerte. À peine visible, mais potentiellement catastrophique. J'ai remonté la piste, identifié la source et compris l'ampleur du risque. Si cette faille était exploitée dans le système de production, Voronix courait un danger immense. Une fuite de données médicales, des millions d'euros en jeu, et surtout une perte de confiance impossible à réparer. Le lendemain,
J'ai convoqué une réunion d'urgence avec Delorme. Je me souviens encore de son sourire en coin quand je lui ai présenté le rapport. « Julien, tu t'écoutes trop parler. On n'a jamais eu d'incident en 3 ans. Tu crois vraiment que tu es le seul à comprendre ce système ?» J'ai insisté. Calmement, mais il m'a coupé net. « Tu sais ce que tu es? Un parano méthodique. Ce que tu appelles une faille, moi j'appelle ça une suranalyse. » Il a refermé le dossier, m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié pour mon zèle. Je suis sorti de son bureau avec une boule au ventre. Je savais ce que j'avais vu, et je savais qu'il ne ferait rien. Alors j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé prendre. J'ai copié les logs, les captures d'écran, les extraits de code. J'ai tout compilé dans un rapport indépendant que j'ai envoyé, sous pseudonyme, au département technique de Veronix. Juste pour les prévenir, pas pour me venger, pas pour accuser. Juste pour éviter le pire. Ils m'ont répondu poliment. Un message court, formel. Merci pour votre vigilance. Nous allons analyser ces informations avec sérieux. Et puis, plus rien. Silence radio. Mais moi, je ne pouvais pas oublier. Je savais que la faille était toujours là, et qu'elle finirait par exploser. Et elle a explosé. Le lendemain de mon licenciement, je venais de quitter les locaux, mon carton sous le bras, quand mon téléphone a vibré. Une alerte automatique que j'avais oublié de désactiver sur mon compte personnel. Intrusion détectée, accès non autorisé bloqué, environnement de test. J'ai arrêté de marcher. Mon cœur battait vite. J'ai ouvert l'application, consulté les logs. Quelqu'un chez Veronix avait tenté d'accéder au serveur via le point précis que j'avais mentionné dans mon rapport. Et la tentative avait échoué, mais pas sans conséquence. Le système, mal préparé, s'était figé, verrouillé. En cascade, plusieurs modules s'étaient arrêtés, y compris se connecter au réseau principal. C'est là que l'histoire s'est accélérée. Veronix a déclenché son protocole d'alerte rouge. Toutes les équipes techniques ont été mobilisées, mais ils ne comprenaient pas l'origine du problème. Ils tournaient en rond. Et moi, de l'extérieur, je regardais le château s'effondrer, pierre par pierre. Ce que personne ne savait, c'est que la clé de résolution du problème se trouvait dans ma tête. Plus précisément, dans une authentification à double facteur que j'étais le seul à connaître, car je l'avais créée sur demande express de Delorme, mais sans documentation officielle. Une sécurité improvisée, née d'une urgence passée, et jamais enregistrée dans les manuels. Sans ce code, impossible de réactiver les serveurs. Pendant 36 heures, Veronix a été paralysée. Les équipes paniquaient. Les partenaires exigeaient des explications. Le PDG a convoqué une réunion de crise. Et c'est là qu'un détail, oublié de tout, a refait surface. Un employé du service conformité a retrouvé mon rapport. Celui que j'avais envoyé en interne 2 semaines plus tôt. Il était bien là, daté, signé, avec une annotation en rouge, vu et classé sans suite Delorme. Ce petit détail a fait l'effet d'une bombe, parce qu'il prouvait, noir sur blanc, que j'avais prévenu, que j'avais agi, que j'avais vu venir le désastre, et que Delorme, par orgueil ou par insouciance, avait choisi de l'ignorer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette faille n'était que la première fissure dans un mur déjà fragile. Car derrière cette histoire de code et de serveur, se cachait une autre vérité, quelque chose de plus ancien, de plus dangereux et de bien plus personnel. Lorsque la technique vacille, ce n'est presque jamais à cause de la machine, affirme Marc Bélanger, analyste senior en cybersécurité chez Clavmetric, une firme réputée pour ses audits de haute sensibilité. Derrière chaque faille exploitée, il y a un facteur humain, parfois une erreur, mais le plus souvent, un déni volontaire. Cette phrase résonne étrangement avec le silence que Delorme avait imposé sur toute l'affaire. En interne, plusieurs employés avaient déjà soulevé de petites anomalies, des logs irréguliers, des temps de réponse ralentis. Rien d'alarmant en surface, mais ensemble, ces signaux formaient une alerte silencieuse. Pourtant, toute tentative d'alerte était systématiquement ignorée, classée ou redirigée vers le suivi ultérieur. Un terme vague qui signifiait en réalité enterré. Louise Meyer, docteur en psychologie du travail et consultante en dynamiques organisationnelles, analyse ce type de comportement avec précision. Certains dirigeants développent un syndrome de contrôle absolu. Ils refusent toute information qui pourrait nuire à leur image de compétence. Ils deviennent aveugles, non pas par ignorance, mais par choix. Et Delorme incarnait ce profil à la perfection. Charismatique, sûr de lui, toujours le mot pour rassurer les actionnaires. Mais derrière ce masque, une réalité bien plus trouble.
Il avait volontairement désactivé les notifications critiques du serveur de test, prétendant qu'elles étaient trop sensibles et créaient des alarmes inutiles. Une décision prise sans consultation. Une signature isolée, mais lourde de conséquences. Le plus troublant, c'est que cette faille, détectée par moi et négligée par Delorme, n'était pas la première. 6 mois plus tôt, un incident similaire avait été camouflé. Un court blackout de 9 minutes sur les serveurs secondaires avait été maquillé en maintenance non planifiée. Aucun rapport n'avait été rédigé, aucune trace officielle. Mais dans les coulisses, le service IT avait brièvement perdu l'accès à un cluster entier. Et devinez qui avait contourné le problème? Moi, en silence, avec un correctif improvisé, sans reconnaissance. C'était devenu une habitude. J'étais devenu le pompier invisible d'un système que tout le monde pensait infaillible. Et puis il y avait le dossier Sphinx, un projet classé confidentiel chez Veronix que seuls 3 employés connaissaient, Delorme, moi et un directeur externe du comité de sécurité. Ce projet consistait à intégrer une IA de triage médical dans les bases de données en temps réel. Un système révolutionnaire, mais extrêmement sensible aux intrusions. Et pourtant, malgré la criticité du projet, Delorme avait refusé d'investir dans un double pare-feu, jugeant la dépense non prioritaire. Une décision qui avait alarmé l'expert externe, mais qu'on avait finalement rangée sous la catégorie directive de direction. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est cette réunion confidentielle tenue dans une salle vitrée du 10e étage à laquelle j'avais assisté par erreur. J'étais venu rendre un badge temporaire et j'ai entendu Delorme dire « Julien est brillant, mais trop prudent. Il freine l'innovation. Il ne comprend pas qu'à ce niveau, ce ne sont pas les bugs qui tuent une entreprise, c'est la lenteur. » Cette phrase, prononcée avec désinvolture, était une prophétie inversée. Car ce n'est pas ma prudence qui allait causer la chute de Veronix. C'était sa précipitation aveugle, et surtout, son mépris pour les fondations invisibles de son propre empire. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'audit déclenché par la crise avait mis en lumière bien plus que des erreurs techniques. Il avait ouvert la porte à une série de documents confidentiels, mais supprimés, notes internes ignorées. Et une vérité bien plus profonde. Delorme avait non seulement négligé les alertes, il avait modifié certains rapports pour masquer les vulnérabilités. Et moi, sans le vouloir, j'étais devenu la preuve vivante de ce sabotage silencieux. Un saboteur d'ego, mais ce n'était que la surface. Car ce que le comité d'audit découvrit ensuite allait transformer un incident informatique en véritable affaire d'État. Vous vous souvenez de cette copie du code que j'avais gardée? Celle que j'avais extraite discrètement, en pensant que je ne l'utiliserais peut-être jamais, mais qui me rassurait de savoir bien à l'abri sur un serveur personnel, crypté sous plusieurs couches. Ce n'était pas seulement un réflexe de prévoyance. C'était instinctif, comme si une partie de moi savait que le pire allait arriver. Ce fichier contenait non seulement la faille que j'avais signalée, mais aussi tous les journaux de modification, les logs d'accès, et surtout une version antérieure du code, propre, avant que Delorme n'intervienne pour l'optimiser. Lorsque Veronix a tenté de redémarrer ses serveurs après l'incident, ils se sont retrouvés face à un mur. Le protocole d'authentification échouait systématiquement. Pourquoi? Parce que le code avait été altéré sans suivi et la documentation interne avait été volontairement effacée par Delorme. Selon l'audit, le seul accès possible, c'était via la clé API que j'avais créée en urgence lors de la première alerte et qui n'existait nulle part ailleurs. Une séquence de sécurité à 64 caractères, conçue pour un usage unique que moi seul connaissais. En d'autres termes, sans moi, impossible de réparer. Et c'est à ce moment-là que le lien se fit dans leur esprit. Julien Lefebvre n'était pas l'élément de trop. Il était le seul pont entre la catastrophe et la récupération. Mais ce n'est pas tout. Lors de la réunion de crise, le nom Lefebvre a commencé à circuler comme une anomalie dans le système. Le PDG avait exigé un audit humain complet. Qui avait vu quoi? Qui avait dit quoi? Et quand? C'est là qu'ils sont tombés sur un fichier PDF joint à un ancien mail interne, archivé mais jamais supprimé. Titre du fichier: Vulnérabilité MOD SRV47, risques critiques identifiés. Auteur: Julien Lefebvre. Daté de 2 semaines avant le crash. Et en bas du document, une annotation glaciale, transmis à la direction. Statut: ignoré. Ce document, oublié dans un coin d'archives, est devenu une pièce maîtresse. Un simple clic, une ligne négligée. Et tout s'effondrait. Ce qui m'a fasciné ensuite, ce sont les regards. Ce changement brutal de ton. Les mêmes personnes qui ignoraient mes messages, qui refusaient mes demandes de réunion, se mettaient maintenant à parler de moi comme d'un talent sacrifié,
d'un gardien sous-estimé. Même certains de mes anciens collègues, ceux qui riaient des paranos de Julien, se montraient soudain admiratifs. L'un d'eux m'a même écrit « Tu avais raison, et on n'a pas voulu t'écouter. » Ironie cruelle, car ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas écouter, c'est qu'ils n'ont jamais voulu croire qu'un homme calme pouvait avoir autant de poids, jusqu'à ce que tout ce poids leur retombe dessus. Et pourtant, à ce moment précis, ce n'est pas le soulagement qui m'a envahi. C'était l'étrange sensation que tout cela ne faisait que commencer, car dans le fond de ces audits, un nom revenait, encore et encore. Un projet, Nemesia, classé confidentiel, mais avec une signature Delorme, et une note en rouge doit rester en interne. Risque réputationnel majeur. J'ai alors compris qu'il y avait bien plus derrière cette simple faille informatique. Quelque chose de caché, de protégé. Et que moi, en pensant sauver un système, j'avais peut-être mis les pieds dans une guerre bien plus grande. Parce que ce que je croyais être un acte de prudence allait devenir une menace directe pour des intérêts puissants. Et la suite, elle allait me forcer à choisir, disparaître ou exposer la vérité. 3 jours après l'effondrement du système, alors que je n'étais plus qu'un ancien employé en transition, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Une voix féminine, calme, assurée. Monsieur Lefebvre, ici Élise Varnier, directrice générale de Veronix. Nous devons parler. Elle n'a pas attendu de réponse. Nous savons ce que vous avez fait. Et nous savons aussi ce que Delorme a caché. Mais ce que vous ignorez, c'est que vous avez mis en lumière bien plus qu'un simple dysfonctionnement. Elle m'a proposé une rencontre. En personne, discrète, hors des bureaux, un samedi matin, dans un café désert, aux abords du quartier administratif. Là, elle m'a tendu un dossier. Cachet rouge, confidentiel, projet Nemesia. Et à l'intérieur, des rapports internes, des courriels cryptés, des preuves de manipulation financière, de redirection de fonds liés aux contrats informatiques. En surface, Veronix vendait l'innovation. Mais dans l'ombre, certains cadres, dont Delorme, utilisaient le système pour siphonner des données sensibles vers des entreprises offshore. Ce que j'avais pris pour de l'incompétence était en réalité une stratégie de diversion. Créer un crash pour dissimuler un transfert massif d'informations. Et moi, en bloquant ce crash, j'avais fait échouer toute l'opération. J'étais devenu, sans le vouloir, la preuve vivante d'un complot bien plus vaste. Élise m'a regardé droit dans les yeux. Nous voulons que vous repreniez les rênes du pôle technologique. Mais nous avons besoin de vous pour nettoyer ce que Delorme a souillé. Et surtout, pour couvrir nos arrières. Elle ne me le disait pas, mais je comprenais. J'étais leur seule chance de reconstruire sans que tout ne s'écroule publiquement. Et en échange, elle m'a parlé d'un contrat. Un montant à 6 chiffres. Une équipe dédiée. Accès illimité. Et surtout, carte blanche. Mais en sortant du café, une chose m'a troublé. Un homme m'observait depuis l'autre côté de la rue. Costume sombre. Oreillette. Il ne m'a pas quitté des yeux. Et quand j'ai marché vers lui, il a tourné les talons et a disparu dans une ruelle. Ce n'était pas un hasard. Car ce que je ne savais pas encore, c'est que Veronix n'était pas la seule entité intéressée par ce que j'avais découvert. Dans les jours qui ont suivi, mon compte email personnel a été piraté. Mon ancien disque dur, stocké dans un coffre, avait été forcé. Et dans ma boîte aux lettres, une simple enveloppe, sans expéditeur. À l'intérieur, une clé USB. Et un mot manuscrit. Tu crois savoir, mais tu ne fais que commencer. C'est là que tout a changé. J'avais cru obtenir justice. Mais j'étais sur le point de devenir une cible. Et le vrai scandale n'avait même pas encore commencé.